Donc bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on reçoit Mayan Guez pour nous parler de réalité augmentée. Mayan, je te laisse la parole et puis nous présenter le sujet du jour. Bonne conférence à tous. Super, merci. Déjà, merci de m'accueillir chez Cloud Temple. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un peu des usages innovants dans tout ce qui est parcours e-commerce et notamment vous parler un peu de tout ce qui est les outils autour de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée. Donc les marques aujourd'hui utilisent beaucoup de choses innovantes pour inciter les gens à acheter. Et je vais vous présenter aussi mon activité, ce que je fais donc dans la startup. J'ai monté une startup j'ai commencé il y a 1 an maintenant, et donc on est totalement dans ce sujet. L'idée, c'est vraiment d'évangéliser un peu tout ça, de parcourir un peu toutes les nouvelles technos et les nouvelles choses qui sont sorties. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, en gros, j'ai un background en intelligence artificielle. J'ai pu bosser dans des startups. Donc, on a bossé, comme je vais en reparler après, sur tout ce qui est assistant personnel. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait un peu le buzz avec Facebook M qui a sorti son assistant intelligent. Donc, et puis voilà, aujourd'hui, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai créé la startup qui s'appelle Shamana. Et en parallèle, je fais du consulting dans tout ce qui est web marketing et innovation technologique avec une boîte qui s'appelle Elixir. Ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, c'est donc tout ce qui est parcours e-commerce, l'innovation dans l'usage, c'est-à-dire qu'il y a des innovations technologiques, mais il y a beaucoup d'innovations dans l'usage, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les innovations technologiques qui existent et on va créer des nouveaux scénarios. C'est un peu ce qu'on a fait nous avec Shamana. De l'intelligence artificielle, toujours dans le monde du parcours client et de l'e-commerce, et de la réalité virtuelle, évidemment, parce que c'est un peu le sujet du jour. Donc, comment ça se passe aujourd'hui sur le e-commerce? C'est qu'il y en a 3 grosses problématiques pour l'e-commerçant, qui est avant l'achat, conseiller, recommander, rassurer, convaincre, tout ça pour justement vendre le produit derrière. Donc il y a beaucoup de technologies qui sont autour de ça. On va en voir un peu tout à l'heure, notamment les chats live qui permettent de vraiment rassurer le client. Donc ça, c'est plutôt pendant l'achat. Est-ce que je valide mon panier ou pas? J'ai plein de questions qui se posent. Pendant l'achat, c'est vraiment plus des problématiques un peu plus techniques, on va dire, sur le moyen de paiement, des choses comme ça. Mais à chaque fois, voilà, il y a beaucoup aujourd'hui de startups qui se lancent pour répondre aux problématiques des e-commerçants. Et ensuite, après l'achat, évidemment, tout ce qui est emailing intelligent notamment, énormément de machine learning derrière tout ça. Donc, les vendeurs virtuels. On a commencé par Amazon au début, donc ils sont un peu les pionniers de tout ce qui est de tout ce qui est innovation. Notamment, ils ont développé donc beaucoup d'algorithmes de recommandations en ligne. C'est-à-dire que quand on achète des objets, en fonction de ce que les autres personnes ont acheté, en fonction de nos préférences, en fonction de toutes ces datas, derrière, il y a pas mal d'algorithmes qui bourrinent tout ça, avec beaucoup d'algorithmes en machine learning. Donc qui nous permet derrière de nous proposer des produits qui pourraient nous intéresser. Donc c'est les premiers aujourd'hui, énormément de gens le font. On a une startup qui est Tiny Clues, qui ont un algo vraiment pas mal sur tout ce qui est recommandation de produits, qui vont essayer de regarder un peu dans nos préférences, dans ce qu'on a acheté avant, dans ce que les autres ont acheté. Le big data, c'est juste énorme, et ça permet vraiment d'affiner au maximum ce qu'on aimerait acheter. Alors ça fait peur à certains, Big Brother, Google, tout ça. Mais au final, le gain de temps est juste énorme. Moi, je suis totalement pour toutes ces nouvelles technologies et pour l'évolution de tout ça. Pourquoi? Parce que ça nous fait juste gagner du temps, en fait. Ok, on est un peu espionné, mais au final, si ça nous permet de garder 1 heure sur, en fait, c'était exactement cette tablette que je voulais acheter, pourquoi pas. Mais c'est débat, évidemment. Dans tout ce qui est objet connecté, alors il y a pas mal de choses qui sortent. Je pense que Evian, ça doit parler à certains. Donc ça fait un petit bout de temps qu'ils ont sorti leur petite, donc c'est leur smart drop, je crois. Donc c'est une boîte française, une startup française qui avait développé ça pour Evian. L'idée, c'est de coller le petit objet sur son frigo, et quand on appuie sur le bouton, directement ça commande les packs d'Evian chez nous. Donc évidemment on programme l'adresse avant, mais voilà, on appuie sur le bouton et on reçoit
gratuitement, enfin juste on paye les packs, quoi, les packs d'eau, chez nous, à l'heure qu'on veut, etc. Donc au niveau de l'accélération du processus d'achat, c'est juste énorme parce que on n'a pas besoin d'aller se connecter, enfin de perdre son temps, on appuie sur un bouton et c'est fini. Amazon donc avait sorti aussi un petit bouton qui s'appelle l'Amazon, donc c'était pour Dash qu'ils avaient fait ça. On collait le petit bouton sur la machine à laver, et puis dès qu'on n'avait plus de lessive, hop, on appuyait sur le bouton et on recevait notre lessive chez nous à l'heure qu'on voulait. Et ils en ont sorti plein d'autres pour plein de marques différentes. Donc pour les marques en tout cas, ça a été vraiment pas mal de ce processus un peu d'accélération d'achat. Donc on va dire c'est des vendeurs virtuels chez nous qui sont un peu connectés à la maison. Ensuite, alors il y a eu toutes les innovations autour des chatbots aux alentours des années 2010, donc c'est exactement à cette époque-là où moi j'avais travaillé sur ce genre de projet-là. On avait l'impression que c'était vraiment le futur du vendeur virtuel. L'intelligence artificielle était arrivée en masse, le machine learning aussi, les algorithmes de sémantique, c'est-à-dire que les algorithmes de reconnaissance textuelle commençaient à prendre pas mal d'ampleur. Donc on s'est dit, bah super, on va enlever l'humain et on va mettre du chatbot. Ça va être génial parce qu'on va gagner plein d'argent. Donc SFR, CMI, EDF, Ikea, qui ont été un peu les premiers, SNCF. Et au final, au bout de quelques années, évidemment, la frustration était telle que à la fin, en fait, le bot ne comprenait tellement rien qu'il nous renvoyait à chaque fois vers le service après-vente, un humain. Et donc, nous, en tant qu'internautes, c'était juste affreux parce qu'on avait l'impression qu'il allait pouvoir nous répondre à tout et que c'était l'intelligence artificielle comme on l'imaginait dans le futur. Et donc, un niveau de frustration énorme. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on revient totalement au live chat avec des humains derrière. Il y a une grosse boîte qui s'appelle par exemple iAdvise qui était totalement sur les chatbots intelligents et ils ont tout arrêté, ils ont pivoté et ils sont partis sur du live chat avec des humains derrière. Aujourd'hui, c'est un des plus gros, mais voilà, après il y a plein de startups qui se lancent là-dedans. Et l'idée, c'est, là on est plutôt sur de l'avant-achat et du pendant-achat. L'idée, c'est de dire, avant l'achat, je rassure l'utilisateur l'internaute sur est-ce que mon produit va marcher, est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond, est-ce qu'il n'existe pas des tailles différentes. Voilà, directement, on pose la question et en général, on a des réponses assez rapides. Et pendant l'achat, ce moment pour les e-commerçants qui est assez crucial, c'est est-ce qu'il va valider le panier ou pas. Et c'est là où le live chat rentre totalement en compte parce que dès qu'on voit que l'internaute a une hésitation au moment où il va valider son panier, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Est-ce que je peux répondre à une question? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? Donc par exemple, en général, le gros problème, c'est est-ce que je peux retourner mon produit ou combien coûte le retour, enfin des choses comme ça. Donc là, on peut répondre très rapidement aux questions des internautes pour pas les laisser totalement dans le vague et puis valider évidemment le panier. C'est un modèle qui est totalement prouvé, donc ça marche assez bien, tout le monde s'y met. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, donc on revient au chatbot, mais là on a 50% d'humains et 50% d'IA. Donc Facebook a lancé dernièrement son Facebook M, qui est pas mal. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir une plateforme pour toutes les marques, enfin pour tout le monde en fait. Et en fait on va pouvoir directement développer des petits modules dans le live, dans le Facebook Messenger pour pouvoir répondre aux questions des internautes. Voilà, on peut directement parler avec la marque, commander directement dans le chat. Et c'est pas mal parce que pareil, on va pouvoir répondre rapidement aux questions qui se posent. Et là, il y a beaucoup moins de frustration parce que ils ont réussi à faire quelque chose où on voit pas trop que l'IA derrière des fois ne comprend pas. Directement, on passe la main à un humain. Il y a une start-up, des étudiants. Ça s'appelle Jam. En fait, ils ont lancé un peu la même chose. C'est un bot par SMS. En gros, l'idée, c'était de se dire, les étudiants, quand ils partent en Erasmus, tout ça, qu'ils arrivent dans des nouvelles facs, ils sont toujours paumés et ils ont toujours plein de questions à se poser. Où est-ce que je peux manger? Où est-ce que je peux sortir? Les cinémas, etc.
Et donc l'idée c'était de faire un petit bot en SMS, on lui envoie un petit message et là voilà, je viens d'arriver dans ce pays, je sais pas où manger et donc réponds-moi. Et pareil, ils ont mis alors je pense qu'ils ont mis 60% d'humains et on va dire un peu 40% d'IA. L'IA à mon avis sert à filtrer un peu les différents messages, mais c'est génial, enfin je l'ai testé, on a l'impression que on a vraiment un vrai assistant personnel qui peut répondre à toutes nos questions. Et évidemment, derrière, ben, les marques sont là, quoi, pour pousser des promotions, pour pousser des idées. Voilà, moi, je lui ai envoyé un petit message, donne-moi une idée cadeau, j'ai un anniversaire ce soir, où est-ce que je peux aller? Il m'avait répondu au tac au tac. Alors, ils me proposent des choses, peut-être ils ont des partenariats avec des marques derrière, mais en tout cas, le vendeur virtuel, tel qu'on l'imaginait en 2010 avec tous ces chatbots, il commence à arriver réellement. Alors là, on est toujours au niveau du chat. Je vais vous parler de ce que je fais moi avec Shamana et donc comment on répond aussi aux problématiques des e-commerçants sur le parcours avant, pendant et après. Et ensuite, on passera un peu à tout ce qui est IA et réalité virtuelle, réalité augmentée aussi. Donc l'idée, nous, c'est de l'innovation par l'usage. C'est-à-dire quand, voilà, parmi tout ce qui existe aujourd'hui, on se dit, bon, ben, on va créer de l'usage derrière et vraiment des scénarios d'usage. Siri, quand Siri est sorti, c'est génial, mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucun scénario à l'intérieur. Alors, ok, c'était marrant, on l'a testé, mais au final, quand on avait vraiment besoin de Siri, il n'y avait pas grand-chose. Nous, à l'époque, quand je travaillais dans la première startup où j'étais, on travaillait sur Siri, mais vraiment avant, enfin sur des scénarios de Siri, mais avant que Siri sorte. Et l'idée, c'était vraiment d'anticiper un peu les besoins de l'internaute. Je marche dans la rue, c'est la fête des mères, je ne sais pas qu'il y a un fleuriste juste à côté. Là, mon assistant personnel va me dire, écoute, t'es en train de marcher, t'as 2 minutes devant toi, perds pas de temps, vas-y, et comme ça, voilà, c'est fait. Donc ça, c'est un peu des scénarios qu'on avait implémentés à l'époque. C'était vraiment dans l'usage. Donc nous, chez Jamana, on est resté dans ce côté-là, à se dire, l'innovation, c'est bien, mais quand il n'y a pas de scénario et qu'il n'y a pas d'expérience utilisateur derrière, bah, la techno ne sert à rien. On s'est focalisé sur la vidéo en ligne, sur les tutoriels, parce que ça fait juste un buzz en ce moment. Et les marques se servent de tous les tutos, hein, les tutos vidéo, pour rassurer l'internaute, pour lui permettre d'être convaincu en fait sur son achat et forcément d'augmenter le taux de transfo et d'augmenter les ventes derrière. Donc la vidéo en ligne aujourd'hui, c'est juste énorme. Enfin voilà, tout le monde s'en sert. Facebook a totalement misé sa stratégie sur la vidéo avec, on a vu il y a quelques années déjà les vidéos qui étaient en autoplay sur Facebook. Aujourd'hui, ils misent tout dans la réalité virtuelle et augmentée. Voilà, l'idée c'est vraiment de se projeter en fait dans les vidéos qu'on a sur le web, de se projeter à l'intérieur et d'aller encore plus loin. Tout ce qui est DIY, e-learning, MOOC. Donc aujourd'hui, on est dans une tendance d'apprentissage. On a envie d'apprendre par nous-mêmes. On peut avoir accès à plein de choses. Voilà. On peut tout savoir. Enfin, c'est juste énorme, les vidéos, les tutos. J'ai une question, je me pose la question, je vais directement voir, j'apprends. Alors au début, c'était beaucoup de youtubeurs, de blogueurs, des passionnés en fait qui mettaient des vidéos. Aujourd'hui, toutes les marques s'y mettent. Leroy Merlin, clairement, ils ont totalement changé leur stratégie grâce à ça. Pourquoi ? Ben, je suis sur la page de Leroy Merlin, je suis pas sûre si je vais pouvoir repeindre mon mur. Je me demande, voilà, je me pose la question, est-ce que je vais appeler un professionnel ou pas ? Au final, si j'ai un tuto qui m'explique exactement comment faire et si le tuto est bien fait, et ben forcément, je vais acheter les produits de Leroy Merlin. Donc le marché du DIY est énorme. Le nombre de vidéos, alors ça a encore augmenté, à chaque fois je change les chiffres, mais ça a encore augmenté. Quand je tape les mots how to sur YouTube, on est à plus de 140 millions de résultats. Donc il y a des choses à faire et donc c'est pour ça que nous à la base, moi je suis totalement on va dire un maker, c'est-à-dire que j'adore faire des choses par moi-même et on s'est dit il y a quelque chose à faire avec les marques là-dedans. Voilà, par exemple, dans tout ce qui est, on va dire, tuto et réalité augmentée, on a Yves Saint Laurent fin 2014
qui a fait un petit buzz avec les Google Glass. En gros, on arrivait dans un magasin pour se faire maquiller. On a le maquilleur qui nous filmait directement. Et ensuite, on repartait avec son tuto clé en main, voilà, comment le maquilleur a fait. Et puis évidemment, derrière, toute la liste des produits qui ont été utilisés pour se maquiller. Donc ça a plutôt bien marché. Donc c'était plus, on va dire, une campagne un peu buzz. Voilà, les Google Glass, tout ça, ça fait toujours parler. Mais voilà, on est là. On a Charlotte alors non, j'ai pas mis la vidéo, mais en gros, elle a mis directement un tuto dans la palette de maquillage. Donc ça, c'est un écran. On ouvre la palette et on a son tuto de maquillage. Ça coûte assez cher, mais voilà, c'est la tendance, quoi. Laura Merlin, Castorama, pionnier du tuto, ils ont augmenté à peu près de 30% leurs ventes grâce à ça. Et donc voilà. Le marché e-commerce, évidemment. Donc nous, aujourd'hui, le but, c'est de répondre à 3 problématiques, même s'il y en a beaucoup plus. D'augmenter le panier moyen, d'augmenter le temps passé sur le site et de réduire les dépenses dans le support client. Donc ça, c'est des problématiques qu'ont les e-commerçants, enfin une des problématiques qu'ont les e-commerçants. Évidemment, derrière, augmenter le taux de transfo. Enfin, il y a plein de choses et il y a plein de startups qui se lancent dans toutes les problématiques des e-commerçants. Parce qu'évidemment, si on arrive à augmenter ne serait-ce que de 0,02% le taux de transfo, ils sont déjà très contents. Et avec toutes les innovations et tous les algorithmes et toutes les datas qui existent aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. C'est impressionnant. Donc nous on s'est dit pourquoi on va utiliser une vidéo tutoriel sur les sites e-commerce. Bah évidemment dès qu'on voit comment on utilise un produit, bah, on est beaucoup plus rassuré. Exemple M6 Boutique, télé-shopping, ça fait des années qui restent à la télé. Pourquoi? Parce que le téléspectateur directement se projette dans l'utilisation de produits, il se dit ah c'est génial, je pourrais faire plein de choses, et donc on décide beaucoup plus vite d'acheter. Après derrière, bon, évidemment il y a tout ce qui est marketing, promo, etc. Mais le fait de montrer comment on utilise un produit, c'est juste énorme pour les marques. Donc l'idée, nous, ce qu'on s'est dit avec Shamana, c'est directement d'intégrer le petit player tuto sur les fiches produits. Donc la promesse qu'on fait, c'est qu'on transforme en fait les vidéos qui existent déjà. Donc on va pas recréer des vidéos, on va utiliser le contenu, on va enrichir le contenu et on va transformer les vidéos en vendeurs virtuels. Aujourd'hui sur les sites web, et après demain on a des visions qui sont de réalité augmentée et virtuelle. Alors très rapidement pour juste vous montrer un peu ce qu'on fait. Voilà, l'idée c'est de mettre une petite directement le tuto en fait sur la fiche produit sous le produit. Donc on se dit bah tiens, avec ce produit qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire derrière. Donc c'est la pub, on va dire, cachée. Aujourd'hui on met des ad bloqueurs partout parce qu'on en est marre de toute cette pub et toutes ces vidéos. Là c'est de la pub entre guillemets, c'est pas de la pub mais c'est de la pub utile, c'est-à-dire que la vidéo correspond exactement au produit qu'on cherche et ça permet d'augmenter voilà, de rassurer un peu l'internaute sur comment on va utiliser le produit. Ça attire l'œil, c'est en autoplay, un peu à la Facebook, à la Twitter, donc c'est dans le move. L'idée c'est de mettre un petit extrait, de pas mettre tout le tuto, de vraiment voilà, montrer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce produit derrière. Une fois qu'on clique sur cette petite preview, on a un player qui se lance. Donc on réutilise les vidéos YouTube, hein, on fait pas de stockage vidéo, rien. On va chapitrer la vidéo, donc on va pouvoir guider l'utilisateur pas à pas. Donc la marque derrière, aujourd'hui les marques comme L'Oréal par exemple, ils ne veulent plus être de simples vendeurs, mais ils veulent vraiment être des conseillers virtuels. Ils veulent nous guider sur l'utilisation de leurs produits. Un exemple qu'il donnait, c'était sur l'utilisation par exemple des crèmes anti-rides. Le problème de la crème anti-rides, c'est pas forcément le produit, c'est la façon dont on l'applique. Si on l'applique mal, ça marche pas. Donc c'est pas forcément la faute de la marque. Donc voilà, L'Oréal aujourd'hui a cette problématique de se dire je veux que les gens utilisent bien mon produit parce que je suis persuadée que c'est un super produit, donc je vais leur expliquer comment on l'utilise. Et donc on va utiliser la vidéo et les tutoriels. Donc là l'idée c'est vraiment de guider, voilà, pas à pas, de chapitrer la vidéo, de rajouter évidemment toute la liste des produits qui ont été utilisés à l'intérieur. Donc
l'idée c'est un peu d'augmenter le panier moyen. Ça aujourd'hui, les produits recommandés en fonction des vidéos, c'est des choses qui se font mais sur la page produit. C'est-à-dire que L'Oréal, par exemple, quand il va vendre un mascara, il va recommander derrière le crayon et la palette de couleurs. Leroy Merlin, pareil, bricolage. Donc si on achète un marteau, il va peut-être nous proposer des clous à côté. Et l'idée, c'est de dire que cette vidéo, en fait, quand elle est partagée un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, on a quand même ces informations-là qui sont importantes. Et donc, on va rediriger les internautes vers les pages produits. Donc, la vidéo devient un vrai vendeur virtuel. C'est-à-dire que si je vois cette vidéo sur Facebook, derrière, j'ai tous les produits qui sont associés, donc je vais pouvoir directement les acheter. Le pack, c'est juste que on pré-remplit un peu le panier d'achat de tous les produits qui ont été utilisés. Donc là, c'est un peu l'idée Apple quand Apple a sorti son achat en un clic, ou Amazon aussi, l'achat en un clic, le one click, ça a augmenté. Alors j'ai pas les chiffres, mais ça a super bien marché parce qu'en un clic, j'achète quoi. J'ai rentré une fois ma carte bleue et ensuite n'importe quelle application à 1,80 €, je peux l'acheter en un clic. Et le fait d'avoir fait ça, c'est-à-dire qu'on nous empêche de trop réfléchir en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est intéressé, on dit vas-y, achète rapidement parce que si on réfléchit trop, on va se poser des questions. Ah bon, non, c'est quand même un peu cher. Donc voilà, on fait pareil. On fait pareil, on pré-remplit le panier et là on se dit voilà, si vous voulez faire exactement ce tuto, en un clic, vous pouvez l'acheter. Alors, innovation par l'usage, on récupère un peu ce qui existe aujourd'hui et ce qui commence à arriver de plus en plus, c'est tout ce qui est contrôle vocal. Donc, tout à l'heure, on a parlé du chat, donc c'est bien de parler avec du chat, mais c'est vrai que le langage naturel aujourd'hui, c'est le vocal, quoi. Si demain on pouvait parler à un Siri comme on parlerait à un humain, ça serait juste génial. Ça serait vraiment une secrétaire virtuelle, un assistant personnel. Donc le contrôle vocal, ça marche de mieux en mieux. Je ne sais pas si vous utilisez du Google Now, du Siri. Du Siri, on va dire au niveau de la reconnaissance vocale, ça marche. Après, au niveau de la sémantique, ça marche un peu moins. Voilà. On va dire il comprend un peu moins, mais la reconnaissance vocale, ça marche. Donc, pareil, on a les mains dans par exemple, on regarde un tuto de cuisine. On a les mains dans la farine, au lieu d'essayer d'appuyer sur play, pause avec son coude, avec sa langue, d'en mettre partout. Contrôle vocal, on peut piloter la vidéo à la voix. Donc pour l'instant, c'est vraiment, il n'y a pas d'IA derrière, il n'y a pas de reconnaissance sémantique à proprement parler. On utilise l'API de Google qui, on définit des mots-clés en fait. Et en fonction des mots-clés que l'API de Google Speech a reconnu, on passe à la suite où on rejoue la vidéo. Pour l'instant, c'est simple. L'idée, c'est d'améliorer tout ça. Nous, après, donc, l'idée, c'est de rajouter de l'IA à tout ça et évidemment d'analyser la data. Donc, big data, machine learning, c'est énorme. Voilà, on a énormément de data qui nous concerne sur le web, que ce soit Facebook, Google. Google aujourd'hui Google peut tout faire aujourd'hui. Ils ont les ordinateurs assez puissants pour analyser des milliards, j'ai envie de dire, de données. Ils ont les algos, ils ont tout ce qu'il faut pour que le web devienne un web totalement intelligent, un web 3.0, un web sémantique. C'est-à-dire qu'un web qui vous correspond. Demain, on va aller, quand on ira sur Internet, ma navigation sur Internet et la vôtre ne sera pas du tout la même en fonction de mes préférences, en fonction de le contexte, en fonction de où j'habite, en fonction de plein de choses. Donc je vais sur un site e-commerce et je vais avoir une page qui s'affiche qui est totalement différente de peut-être la vôtre. Donc l'idée, nous aussi, c'est vraiment au niveau de la vidéo, de proposer des vidéos aux bonnes personnes. Je suis une jeune fille de 16 ans, je vais sur le site de L'Oréal. La vidéo que je vais voir s'afficher qui va m'expliquer comment me maquiller ne sera pas la même qu'une dame de, par exemple, 70 ans, 80 ans. Pourquoi ? Parce que avec les rides, on n'a pas du tout la même façon de se maquiller. Donc voilà, on va améliorer tout ça et l'idée, c'est vraiment de rajouter un moteur d'IA, on va dire, contextuel. Et puis ensuite, on a la couche réalité augmentée, réalité virtuelle, donc ce qu'on appelle le V-learning. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre via des tutos sur le web, on va passer tout ça en réalité augmentée, en réalité virtuelle.
Demain, on va pouvoir vraiment se projeter dans des salles de cours comme si on y était. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà testé les casques de réalité virtuelle, mais si vous ne l'avez pas fait, il faut absolument le faire. C'est énorme, c'est juste énorme. On en entend parler, mais quand on est dedans, quand on est dans ces mondes virtuels, on a vraiment l'impression voilà, d'être dans un deuxième monde. Moi, j'ai mis le casque, je l'ai enlevé, j'avais l'impression que j'avais passé peut-être 20 minutes, une demi-heure, et j'avais passé 2 heures en fait dedans, à m'amuser, à jouer, à regarder, à explorer. Enfin, c'est dingue. Donc l'idée de se dire que si demain j'ai envie de faire un cours de Harvard avec un grand professeur, je pourrais le faire. Si demain je suis dans ma cuisine et que j'ai envie d'apprendre un tuto avec Maïté, j'ai quelqu'un qui me vient en tête pour la cuisine, elle pourra être là en hologramme directement. Et enfin, on y est, hein, c'est pas le futur, hein, on y est, ça va arriver, mais ça marche bien déjà. Voilà. Donc, parcours e-commerce, vendeur virtuel, l'IA dans tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive vraiment sur un web sémantique, un web qui va être totalement personnalisé en fonction de toutes les datas qui sont sur le web. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai remis ça, je devais... oui, l'idée, c'est vraiment de dire que, voilà, que l'humain est aujourd'hui encore relié à l'IA. L'IA n'est pas une IA pure, mais... ça va être le cas. Ça va être le cas parce que en tout cas, ça sera soit Facebook, soit Google qui sortiront une IA pure qui comprendra tout. On a eu l'exemple. Alors, ça sera après. Je parlerai d'IBM après. Amazon. Alors Amazon Echo, ils ont sorti voilà un petit objet qu'on met chez nous et qui est totalement un assistant personnel. On va lui parler. Il va nous donner la météo, nos rendez-vous, on peut rajouter des notes. C'est un Siri, mais qu'ils ont un peu modélisé dans un objet. Évidemment, derrière, on peut acheter des choses sur Amazon. Donc, on a un petit vendeur virtuel à la maison. Donc, ils lui ont donné plein de services différents. On peut jouer avec. Voilà, on peut lui parler comme si c'était un petit robot. Et puis derrière, voilà, je sais pas si vous avez besoin d'un nouveau téléphone, il y a Amazon Echo, il est là, il comprend et il peut commander très rapidement. Donc pareil, au niveau de la réflexion, on n'est pas devant un écran à se dire tiens, qu'est-ce que je vais acheter, je sais pas, je vais comparer les prix. Là, en 10 minutes, voilà, commande-moi ça, tu me le livres demain, après-demain, et puis c'est fini, quoi. Donc Google a sorti la même chose, Google Home. Donc à l'intérieur ils ont mis du Google Now, ils ont mis tout un peu les technologies qu'ils ont, et évidemment on a aussi toute la partie un peu shopping. Donc Google Shopping, même si c'est pas encore vraiment exposé comme Amazon ou Alibaba par exemple, mais voilà, ils ont le petit assistant et il coûte, je crois, 2 fois moins cher qu'Amazon Echo. Donc de toute façon Google il joue toujours un peu sur les prix pour s'imposer chez les gens. Watson, alors Watson qui est l'IA par excellence. Donc si vous n'avez pas entendu parler de Watson, c'est IBM qui avait sorti cette IA. C'est une IA donc ça avait fait un buzz sur le jeu de Jeopardy, une IA qui avait gagné le champion américain de Jeopardy. L'idée c'était vraiment on posait des questions. Alors en gros c'était on donnait la réponse, il fallait trouver la question, enfin un truc du genre. Et donc l'IA avait scrollé les 40 000 pages, de Wikipédia pour trouver les bonnes réponses. Donc à l'époque c'était assez impressionnant et le moteur derrière est dingue. Enfin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a tellement emmagasiné de choses, de data, il a tellement appris, il apprend via le web, donc via le web sémantique. Que alors Watson aujourd'hui aide les médecins à diagnostiquer des maladies en fonction de toutes les datas et en fonction de tout ce qui existe derrière. Alors aux États-Unis, hein, évidemment, pas encore en France. Et le petit truc qu'ils avaient fait de sympa, c'était que Watson a sorti un livre de recettes de cuisine où en gros il a innové totalement sur le mélange de saveurs.
Donc il a été pareil à prendre sur des millions d'associations de saveurs, et il a sorti, je crois, à peu près 63 recettes totalement inédites que jamais personne n'avait testées. Les plus grands chefs ont évidemment testé les recettes de Watson, et il paraît que c'est très bon. Donc voilà, on a une IA voilà, chef Watson, qui sort un livre de cuisine. Aujourd'hui, ça peut nous faire sourire, mais voilà, demain ça deviendra vraiment des personnes, j'ai envie de dire, à part entière. Watson aussi, donc on a la médecine, la cuisine, mais ils aident aussi les assurances à mieux vendre les assureurs à mieux vendre les assurances. Pareil, en fonction de toutes les datas aujourd'hui qui sont derrière. Big data, machine learning, au niveau des assurances, il y a énormément de choses qui se font. Pourquoi ? Parce que vu que les assurances peuvent avoir accès à comment on vit, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on se nourrit bien, on a tous les petits bracelets connectés qui arrivent, on va pouvoir proposer des assurances plus ou moins chères aux gens qui prennent pas soin d'eux. Et donc Watson derrière, pareil, ils vont analyser avec tous ces traitements de données notre vie, notre santé, et derrière proposer aux assureurs de vendre des assurances plus ou moins chères. Voiture aussi, pareil, façon de conduire, etc. Donc on est en train d'être dirigé par des IA sur un peu notre façon de vivre. Et donc la réalité augmentée. Donc là, on est encore dans une IA très textuelle, mais comme je disais tout à l'heure, le naturel, c'est de parler. C'est de parler à des objets. Et j'ai lu un article hier qui disait que les gens, 63% des gens avaient honte de parler à Siri. Voilà, c'était fun, on s'amusait entre nous, à la maison, avec les copains. Mais après, alors dans la voiture, oui, parce qu'on est seul. Mais après, dans la rue, demander des choses à Siri, trouve-moi le cinéma le plus proche, des choses comme ça. Les gens avaient honte. Parce que voilà, c'est pas naturel, on parle à un robot, on parle à un téléphone. Donc, l'idée avec la réalité augmentée, c'est de donner une image à tout ça, de matérialiser un peu toutes ces IA qui sont encore très pervasives. Voilà, toutes les informations qui sont autour de nous, on les voit pas. Pourtant, elles y sont. Demain, quand je regarderai une bouteille de lait, par exemple, aujourd'hui, je vois rien. Mais pourtant, derrière cette bouteille de lait, il y a des milliards d'informations. Donc, rien que la composition, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Qu'est-ce que je peux faire avec ? Est-ce que j'ai des recettes de cuisine que je peux faire avec cette bouteille de lait ? Donc, l'idée, c'est d'augmenter la réalité. Avec des lunettes aujourd'hui, alors c'est pas très pratique, hein. Tout ce qui est Google Glass, HoloLens, bon voilà, Google Glass, on a quand même une paire de lunettes sur la tête au quotidien. Moi, je les ai testées, donc j'ai fait le test, je les ai gardées non-stop, hein, enfin non-stop, sauf pour dormir, pendant une semaine. À la fin de la semaine, j'en avais marre. J'en avais marre parce que c'était lourd, j'avais pas l'habitude d'avoir... Alors, c'est discret, hein, mais bon, on en a quand même marre, quoi. Avoir ce petit écran-là, enfin c'est pas... Et puis bon, les usages derrière, ils sont pas dingues non plus. Alors le GPS était sympa, parce que voilà, j'avais pas besoin d'être avec mon téléphone comme ça pour me guider. Après, il y avait pas énormément encore d'usage à l'intérieur. Si pour visiter, faire des visites guidées, c'était sympa parce que voilà, quand on se retournait, on pouvait voir un peu des informations qui s'affichaient sur les murs, des choses enfin sur les bâtiments. Voilà. Mais après, au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus de batterie, donc bon. Donc tout ce qui est réalité virtuelle, c'est sympa, mais ça va être totalement dématérialisé. On va arriver à la lentille, évidemment. Alors je sais pas si vous connaissez une série qui s'appelle Black Mirror. Ça a été racheté par Netflix. Si vous connaissez pas, c'est juste génial. C'est-à-dire que pour l'instant il y a 2 saisons avec 3 épisodes, je crois, dans chaque saison. Ils prennent des thèmes qui font peur ou pas, donc des thèmes sur l'intelligence artificielle, des thèmes sur la réalité augmentée. Et ils en font un scénario des fois un peu catastrophique, des thèmes sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'est super bien réalisé, c'est super bien monté, et ça nous fait prendre conscience peut-être de là où on va arriver, et de s'il se passe pas des choses assez peut-être carrées, ça peut finir en scénario catastrophe. Je pense pas, hein, mais bon, c'est assez sympa à voir. Donc voilà, je vous ai mis une petite vidéo de HoloLens, donc de Microsoft, si vous n'avez pas déjà vu cette petite vidéo. C'est assez impressionnant, hein. On affiche tout ce qu'on veut, donc on augmente totalement la réalité. Voilà, on peut
évidemment, derrière, voilà, on a le vendeur virtuel qui revient, c'est-à-dire qu'on pourra voir des objets directement avant de les acheter, donc être rassuré aussi sur est-ce que je vais vraiment acheter cette moto. Bon, là, elle est en train de la customiser. Donc, on va pouvoir totalement dématérialiser plein de choses et évidemment afficher ces informations qui sont aujourd'hui pervasives et cette IA qui est aussi en fait dans la nature et qu'on aimerait matérialiser. Donc, comme je disais, on va arriver aux lentilles. On a déjà des brevets, je crois que c'est Samsung et Google qui ont mis des brevets sur les lentilles. Qui sont auto-alimentés par je ne sais pas quoi. Est-ce que ça fait peur ou pas, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, si on prend pas du tout le scénario catastrophe, ça va être juste génial parce que, je sais pas, moi, voilà, je suis devant, je reprends l'histoire des recettes de cuisine, j'ai mon paquet de farine, j'ai mon truc, ok, j'ai tous mes ingrédients dans le frigo, je sais pas quoi faire ce soir à manger. Au lieu d'aller sur internet, sur ma Mamiton, cocher toute la liste des produits que j'ai, ça va me prendre une demi-heure, je vais en avoir marre et au final je vais commander une pizza. Là, on va pouvoir directement afficher toutes ces informations, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont sur le web, elles reviendront dans la réalité et on pourra alors gagner du temps, avoir un accès au savoir beaucoup plus rapide. Là, voilà, il y a un accès au savoir qui est juste très lent, c'est-à-dire il y a plein de choses sur le web et on ne sait pas comment filtrer, on ne sait pas comment analyser, on passe des heures à chercher des trucs parce que on cherche toujours les réponses les plus pertinentes. Avec tout ça, aujourd'hui, l'IA va nous permettre de filtrer en fonction de nos préférences, en fonction de ce que je cherche vraiment. Si je tape recettes de cuisine sur Google, aujourd'hui, et par exemple je suis végétarienne, j'aimerais, mais tellement qu'il m'affiche que les recettes où il n'y a pas de viande dedans. Enfin, ça serait juste un gain de temps pas possible. Et ça fait pas peur. Non, non, ça me permet juste de gagner du temps. Donc tout ça, on va le réafficher dans la réalité. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une IA qui existe, mais elle est encore dans l'air, sur le web, et on aimerait la matérialiser. Alors je vous ai mis cette petite image parce que ça m'a fait rire. Quand Siri est sortie, il y a tout de suite une coque qui est apparue parce que les gens voulaient donner un visage à Siri. Ils voulaient vraiment matérialiser cette IA. Ils voulaient vraiment que, au lieu de parler à un téléphone ou parler à quelque chose dont on ne connaît pas peut-être la figure, on aimerait pouvoir en fait parler naturellement à une IA comme si on parlait à un humain et que ça soit pas bizarre en fait, que ça soit vraiment naturel. Au Japon, pareil, ils ont donné un hologramme alors ils adorent les avatars au Japon, hein, mais ils ont matérialisé l'Amazon Echo avec un hologramme. C'est-à-dire, au lieu de parler à cette petite boîte où on se dit tiens, il y a quoi derrière, c'est bizarre de parler quand même à un genre de tube, quoi. Et je préfère parler à quelqu'un qui a un visage un peu plus humain. Donc encore une fois, avec la réalité augmentée et virtuelle, on va pouvoir donner une image à cette IA, j'ai envie de dire. Et l'image de marque peut-être prendra un peu tout son sens parce que je sais pas, moi demain je suis chez moi et j'ai besoin qu'on me montre comment nettoyer mon carrelage. Et je vais appeler Monsieur Propre, il va apparaître à côté de moi, il va me dire voilà comment on fait. Et puis tu veux que je te commande un pack de Monsieur Propre? Bah oui, carrément, ça a l'air de bien marcher, voilà. Donc on va pouvoir un peu tous ces personnages qui sont sur le web, les faire venir chez nous, leur donner un peu une vie, et puis ces personnages deviendront un peu intelligents et on pourra vraiment leur parler et ça sera beaucoup plus concret et on sera beaucoup plus peut-être rassuré de parler à un Monsieur Propre qu'à une boîte, quoi. Donc avec la VR et la réalité augmentée, on a vraiment une nouvelle façon de vendre. Là par exemple, on a cet objet, on est sur le web, on a cet objet, on pourra carrément l'avoir dans la main, alors pas encore le toucher, ça arrivera, mais en tout cas le voir, le bouger, voir je sais pas moi si la couleur correspond bien, si la taille correspond bien.
Sur la moto, complètement la designer pour se dire est-ce que c'est vraiment la moto de mes rêves comme je l'aimerais. Et donc ça va encore plus rassurer, nous rassurer sur comment est-ce que c'est le bon objet que je veux acheter. On sait jamais. Alors il y a énormément de choses qui se font en 3D sur le e-commerce pour vraiment bien voir comment l'objet tourne, comment la couleur, etc. Et donc là, on va faire sortir tout ça et on va carrément le mettre dans le monde réel. On a alors je sais plus quelle boîte, mais en tout cas, c'est ça, c'est une boîte qui s'appelle Views, qui permet en réalité augmentée d'essayer des paires de lunettes. Et donc en fait, cette boîte en gros a dit à peu près que le taux de satisfaction était à 100% et le taux d'intention à l'achat était de 95%. C'est-à-dire que le fait de pouvoir essayer toutes ces montures comme ça, et en plus ils ont, je crois, à peu près 5000 montures à proposer en fonction. Alors derrière, il y a des algos quand même qui vont analyser la forme du visage, etc. et qui vont proposer, donc qui vont filtrer, on va pas essayer 5000 montures, qui vont filtrer en fonction de notre visage. L'intention d'achat est de... Bon, alors c'est le fondateur qui dit ça, mais en tout cas il dit que l'intention d'achat est de 95%. Donc dès qu'on a cet objet, même si c'est encore de la VR, on peut se l'approprier directement, le taux d'intention augmente et donc toutes ces nouvelles technologies vont nous permettre de vendre plus rapidement. On a Alibaba qui a investi dans la VR. Ils ont racheté Magic Leap. Alors Magic Leap, ils ont été rachetés en tout à 4,5 milliards. Google a mis un peu et Alibaba a mis 800 millions. 800 millions. Alors Magic Leap, c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire, vous pourrez regarder des vidéos sur le net. Ça nous affiche des trucs juste impressionnants devant nous. On a vraiment l'impression d'y être. C'est une start-up qui travaille depuis très longtemps sur ces algos et qui vient d'être achetée aujourd'hui. Donc dans la VR, l'idée, Alibaba, donc gros e-commerçant, l'idée c'est de dire qu'on pourra en réalité virtuelle se balader dans les rues, acheter des choses, comme si on y était, mais au final on reste chez nous. Et en réalité, alors plutôt augmenté, aujourd'hui ce qui se fait déjà, ils ont fait quelques tests, il me semble, au Japon il y a quelques années, c'était des vitrines augmentées, donc on se baladait dans le métro. Et en fait, les murs devenaient des genres de galeries marchandes. On pouvait, en cliquant, etc., acheter des choses en attendant son bus, son métro. Donc vraiment, tout ce monde du web arrive aujourd'hui. Et tous les gros investis parce qu'ils savent très bien que on a des nouvelles façons de vendre. Et on a un nouveau monde qui est en train totalement de se créer, des nouveaux business, des nouvelles idées, plein de choses à faire. Et à innover. Alors eBay, pareil, le V-commerce. On va mettre des V de partout maintenant, il faut le savoir. Donc V-commerce, bon évidemment le petit genre le cardboard de Google façon eBay. On met ça sur les yeux et puis là on va pouvoir naviguer en réalité virtuelle sur eBay. Pour mieux voir les choses, avoir de la 3D. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo. C'est encore du buzz, c'est pas l'expérience. Je veux dire, je pense qu'on le teste une fois et après on va se dire bon, je repasse sur le web parce que c'est peut-être un peu trop lent. Rien que la sélection, elle prend une seconde. Mais voilà, il y a plein de choses qui se font aussi là-dedans. Et alors l'idée c'est vraiment de pouvoir avec des algos de data analyse, des choses comme ça, proposer les objets les plus pertinents et puis naviguer comme ça dans des genres de graphes, des graphes intelligents on va dire. Voilà, après je crois que c'est pas plus intéressant que ça. Voilà, voir les objets en 3D, etc.
Donc conclusion, conclusion, on y est. Hein, conclusion, ce nouveau monde un peu arrive. Nouvelle façon d'acheter parce que c'est le thème d'aujourd'hui, mais nouvelle façon de consommer, nouvelle façon d'apprendre. On y est totalement et là on arrive un peu. Je pense que la révolution qu'on a eue avec Internet ces dernières années, on va totalement l'avoir aujourd'hui avec l'IA combinée à la VR parce que les algos marchent et ils sont là. Les serveurs, la puissance des serveurs sont là et c'est juste énorme. Notamment Google a indiqué, a dit au Google I.O. que voilà, ils ont juste une carte qui permet d'analyser des data, big data, mais beaucoup plus que la loi de Moore ne le permettait, quoi. Donc voilà, c'est des choses à savoir et il y a plein de nouveaux business aussi qui vont arriver. Les marques vont être là et on va avoir totalement une nouvelle façon de consommer. Voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, je connaissais Magic Leap de nom, j'apprends qu'ils sont valorisés 4,5 milliards, mais pour quel motif? Parce qu'en fait, pour HoloLens comme pour Magic Leap, on attend un petit peu de voir des résultats concrets. On voit beaucoup de belles vidéos et on voit pas forcément de produits arriver sur le marché, de produits matures. Est-ce qu'on n'assiste pas à une vraie bulle sur ce genre de produit? Ah, une vraie Bulle? Bulle? Oui. Alors, en termes de valorisation, j'entends. Non, parce que, en tout cas, aujourd'hui, nous, à notre niveau, on n'en voit pas encore les usages, mais en fait, la technologie est là. Et derrière, on va devoir créer du contenu. Quand YouTube est sorti, YouTube était vide. On attendait que les gens créent du contenu et créent des expériences et créent des usages. Magic Leap, la techno derrière est juste dingue. Donc après c'est tous les gens qui vont réaliser des contenus. Aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est réalité virtuelle, donc on a Oculus avec son casque. Évidemment, il y a énormément de boîtes aujourd'hui qui ont utilisé justement les technos d'Oculus, les technos de Unity, donc tout le moteur 3D qui est derrière, pour créer du contenu et pour créer justement des nouvelles expériences. Donc aujourd'hui, c'est valorisé énormément parce que la techno derrière est assez dingue. Maintenant, voilà, les créateurs de contenu vont devoir être là aussi. D'accord, merci. Il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Ok. Le quid du toucher? Est-ce qu'il y a des projets qui sont liés à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle, pour qu'on ait les sensations de toucher? Oui, totalement. Oui. Sensation de toucher, sensation d'odorat aussi. Il y a plein de choses qui vont arriver. Alors, ce qui est très marrant, déjà en réalité virtuelle, donc quand j'avais testé le casque, c'est-à-dire qu'on a 2 petites manettes dans la main. Alors on n'a pas cette sensation de toucher, mais ils ont déjà réussi via les manettes, via les vibrations des manettes, de nous faire ressentir des sensations assez sympas. Je donne un exemple. Moi, j'avais testé un jeu où on devait tirer des flèches avec un arc. Et le fait d'avoir mis une petite vibration au moment où la corde se lâche, etc. Au bout d'un moment, le cerveau est totalement bluffé. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir un orgue dans les mains, même si je le touchais pas vraiment. Mais au niveau du touch, tout ça, où il y a des choses qui se font, au niveau même des odeurs, il y a des choses qui se font. On pourra via le web sentir des odeurs. Ça va arriver. Kevin, tu avais une question, non? Pose-la, c'est le moment. Bon, alors, en fait, moi, je m'inquiétais parce que je voyais que la plupart des usages, ils étaient tous orientés, mais très, très commerciaux, très, très à essayer de me vendre un produit quasiment à tout prix. Ouais. Alors que moi, j'ai installé Adblocks, Gustery. Ouais. Et je me dis que face à cet défoulement d'IA face à moi qui cherche à tout prix à me vendre des choses, même à acheter des appareils qui vont me vendre des choses, j'achète un commercial là, quand j'achète le produit Amazon ou le produit Google, j'ai envie de créer une IA
qui va aller contrer ces systèmes pour aller supprimer intelligemment toutes les pubs qu'on me propose à droite à gauche, histoire d'avoir un environnement plus clair. Moins d'informations présentées, histoire d'être plus concentré sur mes problèmes du présent et vivre ma vie. Alors, je me suis orientée e-commerce parce que c'était juste le thème du vendeur virtuel. Donc, je voulais vraiment vous montrer en fait toutes les innovations qui existaient pour les marques et donc pour une nouvelle manière de consommer. Après, effectivement, aujourd'hui, en fait, on arrive à un moment où on est poussé sur plein de choses, on est poussé à acheter, on a énormément d'informations. Le but, c'est de tout bloquer, de revenir à une vie normale. Avec tout ce web qui arrive sémantique, et avec toute l'IA qui arrive, l'idée, ça sera de filtrer tout ça et de proposer du contenu beaucoup plus pertinent. Donc au final, par exemple, moi avec Shamana, la petite vidéo qu'on met sous le produit, alors certes, ça va permettre à la marque de peut-être vendre son produit, mais au final, ça va permettre à nous d'avoir du contenu qui est beaucoup plus pertinent que des pubs à droite à gauche qui servent strictement à rien. Donc oui, c'était orienté e-commerce, mais ça va permettre aux marques d'avoir une meilleure image de marque et une meilleure valorisation, et ça va nous permettre à nous, on va dire, d'être moins frustrés sur l'achat et de se dire j'achète, mais c'est pas parce qu'on m'a poussé à l'achat, c'est parce que au final ça me convient en fait. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Mais voilà, après il y a plein de choses à faire et après, c'est à nous aussi de nous dire, à quel moment on me force à acheter et à quel moment on me force plus à acheter. Oui. Bonjour. Je rebondis un peu sur la question de Kevin, parce que c'était à peu près le même ordre d'idée, mais avec peut-être un peu d'autres questions. Tout ça, c'est super enthousiasmant. Au niveau technologique, ça, c'est super génial. Mais ça pose aussi des questions éthiques en termes de choix de société, je pense. Est-ce que l'individu est envisagé uniquement en tant que consommateur, ou est-il envisagé de manière plus globale? Et du coup, je voulais savoir si c'est des thématiques sur lesquelles tout simplement vous réfléchissez. Est-ce que du coup c'est éthique de promouvoir des technologies qui prennent en charge et qui assistent complètement les individus pour en faire peut-être des êtres intellectuellement amorphes et qui sont uniquement poussés par l'instinct de consommation? Est-ce qu'ils sont pas un peu plus complexes que ça? Et du coup, au niveau technologique, est-ce que le web doit être uniquement envisagé en tant que moyen de consommation, ou a-t-il d'autres fonctions? C'est-à-dire, doit-il uniquement remplir des finalités commerçantes ou d'autres? Donc je voulais juste, c'est vrai que c'est des questions, un peu complexes, c'est des questions de long terme. Donc je voulais juste savoir si vous les posiez de temps en temps, ou si vous embêtiez pas du tout avec ça. Si, tout le monde se pose ce genre de questions, même Google, même Facebook. On arrive, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a l'impression de faire partie d'une masse et que le but des gros est de nous vendre des choses et qu'ils s'en foutent un peu en fait de nous, quoi. Donc justement avec toute la data science, on va pouvoir plus se focaliser sur l'individu, plus vraiment comprendre ses besoins, plus y répondre rapidement, mais en fonction de nos besoins et pas en fonction. Le but est de vendre, mais le but est de faire plaisir, le but est de fidéliser, le but est de convaincre. Donc si on nous force à vendre, si demain on arrive, je prends même au niveau même pas technologique, j'arrive dans un magasin, si le vendeur il me suit, il me colle comme ça pour que j'achète des choses, au bout d'un moment, je sais dire non aussi. Donc l'idée, oui, toutes ces questions éthiques sont posées. Il y a un gros consortium qui s'est créé avec Google, Facebook. Alors je crois qu'il y a Ray Kurzweil donc de Google dans le groupe, et donc c'est des questions qui se posent beaucoup. Donc l'idée totalement, c'est de pas arriver avec toutes ces nouvelles technologies et de dire on a plein de technologies, on va pouvoir vendre 2 fois plus. Non, l'idée c'est de vendre, mais de mieux vendre, de vraiment comprendre l'utilisateur, de vraiment comprendre ses besoins. Enfin, moi, en tout cas, le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est un peu perdu dans cette masse de données. Quand on veut acheter des choses, on passe des heures sur Internet à tout comparer parce qu'on veut
acheter le meilleur produit qui nous correspond. Ça, demain, s'il y a quelqu'un qui le fait pour nous, de confiance, hein, même si c'est une IA, si c'est quelqu'un de confiance, pourquoi pas nous enlever en fait toutes ces tâches et toutes ces heures de recherche parce que le web est pas encore assez intelligent en fait pour nous. Donc je pense qu'il y a les gens qui sont à la tête de tout ça, même enfin toutes les startups, tout ça, l'idée c'est vraiment pas de devenir des gros, tout ça, c'est de proposer des choses qui sont vraiment beaucoup plus pertinentes, qui vont nous faciliter la vie et qui vont nous peut-être nous rendre la vie un peu plus meilleure, j'espère. Ok, merci. D'autres questions? Moi, j'en ai encore une sur la sécurité. Du coup, j'imagine que tu disais tout à l'heure, ça peut faire peur parce que les données peuvent être exploitées, mais il y a aussi des gens qui doivent réfléchir aux garde-fous sur comment nous protéger de tout ça et puis que ça parte plutôt dans le bon sens. Ah ben oui, pareil. Niveau de sécurité, aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas encore assuré sur tout ça. On a l'impression que toutes nos données sont exploitées et revendues. On le voit là, dans les questions de l'audience, ouais, c'est tout de suite la problématique complètement. de l'éthique, de la sécurité des données, d'être un petit peu envahi dans sa navigation. C'est des grosses questions et justement dans ce consortium là qui a été créé avec les gros d'aujourd'hui, ils parlent beaucoup de questions de sécurité, ils parlent beaucoup de questions juridiques aussi. Il y a beaucoup de lois qui vont arriver par rapport à tout ça parce que alors je donne un exemple, je vais peut-être un peu loin, hein, mais tout ce qui est humain augmenté. Donc aujourd'hui, on a vu qu'on peut faire marcher des gens qui ne marchent pas. Donc ça, c'est génial. Si par exemple je perds un bras, une main, on pourra me mettre des bras bioniques. C'est super parce qu'on pourra continuer à vivre malgré notre accident. Maintenant, on imagine, vu que ce bras est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que nous en tant qu'être humain, demain, il y a peut-être des gens qui vont se couper des bras juste pour se transformer et devenir des hommes augmentés. Et ça va arriver forcément, parce que si la personne a assez d'argent pour avoir 2 fois plus de force, pourquoi pas. Donc, toutes ces questions-là qui sont aussi très juridiques, médicales, éthiques, tout est en train de se poser aujourd'hui sur la table. Je pense que le seul problème, c'est que la technologie avance beaucoup plus vite que les lois ou tous ces problèmes-là. Donc va falloir accélérer un peu le processus. Nous, à notre niveau, on a vraiment l'impression que tout est vendu, que tout est exploité, etc. Ce qui est le cas, hein, Facebook exploite nos données, Google exploite nos données. Maintenant, quel est le but? Est-ce que le but, c'est de devenir des super-héros de la donnée et de pouvoir totalement nous exploiter, ou le but, c'est vraiment d'utiliser cette donnée de manière, on va dire, bien, pour nous proposer des choses qui nous conviennent totalement, que la donnée ne soit pas revendue, que la donnée reste. Donc il y a plein aussi de boîtes qui sont là-dedans, hein, sur la sécurité de la donnée, le fait de pouvoir. Je ne sais pas si vous avez vu WhatsApp il y a quelques mois. Donc j'étais en train de discuter, et là il y a un petit bandeau qui s'est affiché et qui disait que les données aujourd'hui, on pouvait totalement, elles étaient plus stockées en gros. Nos conversations avec des amis sur WhatsApp, elles pouvaient ne plus être stockées. Donc il fallait faire une petite manip parce qu'il y avait eu le problème avec l'iPhone qui n'avait pas été déverrouillé, l'affaire là aux États-Unis. Donc eux, ils ont tout de suite rebondi, ils ont dit demain, si y a une affaire comme ça de meurtre et tout ça, et qu'on nous demande d'accéder aux données WhatsApp pour élucider des affaires, aujourd'hui ils n'ont pas le droit, parce qu'ils n'ont pas le droit de donner, même le FBI, ils ont quand même du mal à accéder aux données d'Apple, aux données de Google, c'est pas simple non plus. Donc voilà, WhatsApp s'est dit maintenant vous pouvez on peut enregistrer vos conversations, mais si vous voulez pas, on peut ne pas le faire. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent aussi niveau de sécurité des données. Et j'espère que ça va aller en s'améliorant. Parce que ça peut faire peur, je comprends. Essayons de garder un esprit positif. C'est ça. D'autres questions? Non, merci une nouvelle fois, Mayenne, c'était très intéressant. Merci de m'avoir accueilli. J'espère que ce petit parcours des innovations vous a plu. Et je pense que ça donne une big picture un petit peu à tout le monde, savoir où on en est aujourd'hui. C'était l'idée de donner un peu une big picture sur tout ça. Ok, top. Merci beaucoup. Merci.
Merci.